Deuxième oratrice, qui est le professeur Alexandra Laurent, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie qui travaille en réanimation au CHU de Dijon et qui va donc ouvrir cette session autour de la qualité de vie. Et je pense que c'est vraiment important de l'intégrer dans notre pratique. Et donc après un séjour en réanimation. Merci Arkojova, merci au professeur Guinaud pour cette invitation pour vous parler de la qualité de vie des patients en réanimation. Alors tout d'abord, c'est bien que je commence parce que je comptais vous faire un petit récapitulatif de déjà qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de qualité de vie. C'est un concept qui est pas simple parce qu'il est très vaste et il faut bien que vous ayez en tête que la qualité de vie, c'est une perception déjà. C'est la perception qu'un individu a de sa place dans sa vie, dans le contexte de la culture, du système de valeurs dans lequel il vit, et cela en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes, ses inquiétudes. Donc on voit bien ici ces dimensions très subjectives, et en fait la qualité de vie, quand on cherche à l'évaluer, la comprendre, eh bien elle va être influencée par différentes dimensions, différents paramètres, la santé physique, l'état psychologique du patient, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, son environnement, sa spiritualité, ses croyances personnelles. Donc voilà, les choses sont dites, et il y a beaucoup de choses qui sont dites en fait derrière. On a vraiment ici la qualité de vie, c'est un critère subjectif qui est auto-évalué par le patient. C'est un concept très large et qui va être variable d'un individu à un autre. Alors, pourquoi on s'intéresse à la qualité de vie et pourquoi on s'intéresse à la qualité de vie en réanimation ? Déjà, les critères de survie et de morbidité ne semblent pas suffisants, ces critères objectifs, face au développement des maladies chroniques, au vieillissement de la population, par rapport aussi au handicap lié aux accidents graves. Effectivement, on a quand même des séquelles également en réanimation qui sont de plus en plus évaluées. On a une belle littérature dessus. Vous connaissez sans doute ce fameux PICS au niveau du syndrome post-intensive care, avec des séquelles physiques, cognitives et mentales qui vont forcément, au long cours, influencer la perception de l'individu, du patient, sa perception d'être au monde. Et puis, il y a aussi un autre élément dont on parlera, c'est cette valeur au niveau préventif. Est-ce que ça a une valeur au niveau préventif ? Est-ce que ça a une valeur même au niveau prédictif, cette qualité de vie ? Moi, ce que je trouve aussi intéressant, et je voulais vous en parler, c'est que cette dimension de qualité de vie, ça change notre point de vue de travailler en réanimation. Ça change la temporalité. Ça oblige la réanimation, ça oblige les réanimateurs à se décentrer de l'aigu et à regarder à plus long terme. En effet, vous allez trouver une littérature vraiment importante sur le bien vivre en réanimation. Pendant, à la sortie, on fait attention, il y a quand même beaucoup de travaux sur la douleur, sur les délires, sur l'anxiété, le traumatisme psychique. Pendant la réa, la désorientation spatio-temporelle, le sommeil, la soif, j'en passe et des meilleurs. Et puis on s'est peu intéressé, à la sortie de la réanimation, qu'est-ce qui se passe après pour le patient ? Et ça, cette dimension de qualité de vie, elle vient relancer cette question-là, les travaux sur l'après-réanimation, avec tous ces éléments, autant physiques que psychologiques, que cognitifs et également les dimensions sociales. Donc pour moi, c'est vraiment aussi l'intérêt de cette notion de qualité de vie. Autre chose, c'est que la qualité de vie, même si c'est subjectif, il y a des mesures objectives. Et on trouve beaucoup de questionnaires génériques. Si vous êtes intéressé aux travaux qui ont été menés sur la qualité de vie, forcément, vous avez vu apparaître cette échelle du SF36 qui est très, très utilisée dans la littérature. Et vous allez retrouver les différentes dimensions de la qualité de vie dont je vous ai parlé, avec à la fois l'activité physique, les limitations physiques, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, la vie relationnelle, la santé psychologique. Donc on voit bien qu'il y a deux grandes dimensions dans le SF36, à la fois plutôt physique et puis également mentale.
Et vous avez aussi, alors voilà, je vous ai montré pour que vous puissiez vous rendre compte, peut-être que vous en avez déjà fait passer à vos patients, mais on a vraiment cette valeur, ce genre de questions au niveau physique, et puis tout un pan aussi au niveau plutôt psychologique, la tristesse, est-ce qu'il s'est senti calme, est-ce qu'il sent qu'il a de l'énergie, etc. Donc ça, c'est le SF36. Mais ce qui est intéressant aussi avec les travaux qui se sont développés, c'est qu'on trouve aussi des questionnaires spécifiques en fonction des pathologies. Là encore, je vous ai mis le questionnaire le plus utilisé au niveau des patients qui sortent de cardiologie, avec le KCCQ, qui est spécifique à l'insuffisance cardiaque. Et c'est un auto-questionnaire de 23 questions où on va vraiment se centrer sur les symptômes de l'insuffisance cardiaque, l'impact des dimensions physiques et sociales, la qualité de vie au cours des 2 semaines précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de vie des patients ? Je vous avoue que j'ai fait une petite revue de la littérature concernant les travaux sur qualité de vie et sortie de réanimation. On en trouve pas mal. Par contre, on trouve pas mal d'études qui sont un petit peu qui ont des résultats un petit peu opposés. Alors là, c'est une étude qui a été menée sur des patients à 6 mois et à 1 an de la sortie, et on voit dans différentes réanimations, et notamment les réanimations cardiovasculaires, et les patients qui sortent de réanimation présentent une qualité de vie compromise, et l'âge, on peut s'y attendre, l'âge et la gravité de la maladie affectent de manière significative les paramètres de la qualité de vie dont je vous ai parlé. Pareil pour cette étude, pendant 5 ans, ils ont mesuré la qualité de vie et on se rend compte que c'est la qualité de vie physique qui va chuter par rapport à la population générale, alors que ce n'est pas le cas forcément pour la qualité de vie mentale. Également, par rapport à une étude plus spécifique par rapport à l'arrêt cardiaque, ici, pendant 6 à 12 mois après l'arrêt cardiaque et la sortie de réanimation, on voit qu'il va y avoir une qualité de vie et au niveau des dimensions cognitives qui va avoir un retour à la normale, et particulièrement pour la dimension mentale. La mauvaise qualité de vie physique et l'altération des fonctions cognitives étaient significativement associées à l'âge avancé. L'étude aussi, et là c'est intéressant, elle a essayé de corréler ce qui se passait du côté de la qualité de vie des patients et des aidants. Qu'est-ce qui se passe pour les aidants ? Et il montre que le stress des aidants va être corrélé au niveau de dépendance et des troubles cognitifs des patients. Donc on voit bien ici, ça nous donne des éléments pour venir travailler un accompagnement aussi du côté des proches, parce que plus la qualité de vie du patient va être altérée, et bien plus le stress des aidants, la charge peut-être même mentale des aidants va être importante. Donc c'est intéressant. Il y a aussi tout un pan de littérature sur la valeur prédictive de la qualité de vie en réanimation. Et là, c'est une recherche qui montre que la qualité de vie à l'admission en réanimation, mesurée par la SF36, serait associée à la mortalité. Et ça nous ouvre quand même des champs de réflexion sur les directives prévisionnelles. Est-ce qu'on prend, oui ou non, un patient en fonction de sa qualité de vie à l'entrée de la réanimation ? Ça ouvre quand même des questions éthiques qui sont importantes. Là aussi, une étude qui montre que les scores, alors là on est plus sur la fameuse échelle qui est spécifique à la cardio, et qui montre que les scores au KCCQ en ambulatoire et en post-hospitalisation sont corrélés à la mortalité et aux hospitalisations ultérieures chez les patients. Alors, il y a un petit éditorial quand même qui a été publié et qui quand même indique que la valeur de ces résultats dans la pratique clinique est encore limitée et reste à consolider. Alors, pour conclure par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que 2 éléments sont à retenir, que la qualité de vie doit être interprétée en fonction du contexte et de la pathologie aiguë et chronique du patient, vous l'avez compris, puisque c'est une valeur subjective,
Et la difficulté quand même, c'est qu'en réanimation, la variété des diagnostics, les horizons divers des patients qui sont médicaux, chirurgicaux, en lien avec la comorbidité, eh bien, rend quand même difficile de déterminer finement cette qualité de vie. Et vous avez vu, les travaux que je vous ai montrés peuvent avoir des résultats totalement différents par rapport à cette fameuse qualité de vie. Alors, à quoi peut servir la qualité de vie en réanimation ? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'avantage, c'est de mieux informer les patients et les familles sur l'après, mieux les orienter, améliorer le parcours du patient, et puis également pouvoir proposer des soins et des projets thérapeutiques qui va protéger la qualité de vie. C'est pour ça que c'est quand même important de mener ces travaux-là. Alors, si la valeur prédictive de la qualité de vie peut avoir ses limites, on peut aussi utiliser la qualité de vie pour essayer de l'améliorer après la réanimation. Donc, vous voyez, vous avez l'état antérieur du patient, on a les séquelles qui peuvent apparaître pendant la réanimation, mais tout de suite, on n'arrive pas à la qualité de vie. Il y a tout un espace où on peut réfléchir à comment on accompagne le patient pour diminuer les risques de détérioration de sa qualité de vie. Et c'est là où on va parler de résilience, d'adaptation, c'est ces fameuses stratégies de coping, et puis de l'environnement, l'entourage, le social, qui va être hyper important pour travailler sur la qualité de vie des patients. Cette dimension de résilience, juste pour que vous ayez la définition, c'est la capacité, après un événement traumatique, tel que la réanimation, tel que les soins aigus, à continuer à garder un équilibre psychologique, malgré l'adversité. Alors, il y a une revue de la littérature, c'est intéressant, qui a été faite l'année dernière sur quel type de stratégie de coping peuvent utiliser les patients pour préserver leur qualité de vie. Donc, les stratégies de coping, pour faire vite, c'est soit on a des stratégies de coping pour gérer les situations de stress qui vont être centrées sur le problème, on recherche des informations, on essaye d'élaborer des plans d'action, soit on centre sur les émotions, on essaye de prendre de la distance. Par exemple, l'une des stratégies de coping utilisées, c'est le déni. On fait comme si rien n'existait, on réévalue positivement la situation, on évite, on recherche du soutien. Et en fait, l'ensemble de cette revue de la littérature montre qu'il n'y a rien vraiment de probant, puisque aussi bien parfois les stratégies de coping centrées sur le problème vont être efficaces, parfois les stratégies de coping centrées sur les émotions vont être également efficaces. Donc là, c'est difficile de vous en dire quelque chose par rapport à ces fameuses stratégies de coping. Mais ce n'est pas que dans la qualité de vie, c'est souvent dans toute autre étude en psychologie. Alors, moi, ce que je vous propose aussi, c'est de penser la qualité de vie au regard de ce fameux syndrome post-réanimation. Parce qu'ici, on vient chercher vraiment des choses un petit peu plus précises, en lien avec la santé mentale, en lien avec les fonctions cognitives, en lien avec l'impact psychologique. Et donc, pour pouvoir travailler sur la qualité de vie, eh bien, on peut se poser la question de ces consultations post-réanimation. Effectivement, le patient a eu une chirurgie, est en réanimation, sort de la réanimation, et comment faire pour ne pas lâcher le patient et que son parcours de soins ne soit pas chaotique. Et donc, on peut effectivement proposer, et ça c'est de plus en plus préconisé, par exemple par la HAS, ces consultations post-réanimation, parce que c'est quand même une belle ouverture pour protéger les patients par rapport à la qualité de vie. Donc ça, c'est des travaux que l'on mène au niveau du CHU de Dijon, dans le service de réanimation chirurgicale, et notamment dans le service de cardiovasculaire, avec le professeur Guinaud. C'est l'étude COPREA, où justement, notre objectif, c'est d'améliorer le parcours de soins du patient post-réanimation pour préserver sa qualité de vie. Et comment ? Eh bien, en proposant à un bras contrôle, à un bras interventionnel, une consultation interdisciplinaire avec médecins, paramédicaux, psychologues,
pour une partie des patients. Et puis, on essaye enfin, c'est pas qu'on essaye, on mesure avant la consultation la qualité de vie, les symptômes psychotraumatiques, une symptomatologie anxio-dépressive. Et puis, 9 mois après, on va mesurer de nouveau ces mêmes paramètres afin de voir s'il va y avoir un effet de ces consultations post-réanimation sur la qualité de vie de nos patients. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu dans les temps, mais je vous remercie de votre attention. Merci Alexandra pour cet exposé fort intéressant. Y a-t-il des questions dans l'assistance dans la salle? Oui, monsieur. On va vous amener un micro. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il existe des études étudiant l'efficacité de l'EMDR chez ces patients-là, étant donné que là j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nouvelles études qui parlent de l'EMDR en disant que vraiment c'est quelque chose de très efficace pour l'état de stress post-traumatique. Et donc voilà, je pensais à ça. Oui, il y a des études qui sont menées sur ce dispositif-là, effectivement. Alors, on est plus sur des thérapies cognitives, ce qu'on appelle cognitivo-comportementales. Et effectivement, il peut y avoir une amélioration. Alors là, vous ne me parlez pas de qualité de vie ici, vous parlez vraiment d'état de stress post-traumatique. C'est très bien défini. Autant la qualité de vie, vous voyez, c'est très ouvert, il y a un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Ici, vous me parlez de psychotrauma, donc c'est en lien avec un traumatisme psychique qui s'est passé pendant la réanimation. Et suite à ce trauma, le patient va développer dans les mois qui viennent, pas forcément à la sortie de réa, parce que la sortie de réa, on est toujours dans l'aigu, donc c'est normal qu'il y ait des symptomatologies de troubles de sommeil, de reviviscence. Ça s'appelle le stress aigu, c'est ce que tout le monde peut vivre suite à une situation difficile ou hautement stressante. Donc il n'y a rien d'anormal, c'est pas du tout pathologique. Ce qui est anormal, c'est que ça perdure au-delà d'un mois. Ça, le DSM est très clair à ce niveau-là. Et donc quand ça se perdure au-delà d'un mois, effectivement, ça se chronicise et c'est là où on peut parler d'état de stress post-traumatique, de PTSD. Et il y a différents travaux qui vont être menés, soit du côté des thérapies cognitivo-comportementales avec l'EMDR, où de plus en plus de travaux mettent en avant une réduction de la symptomatologie, soit des travaux de consultation, de suivi de patients, plutôt dans le cadre de consultations psychodynamiques. Ça aussi, c'est beaucoup étudié. Donc on a différentes perspectives, c'est différentes orientations de la psychologie, mais en tous les cas, ça va vraiment travailler de manière spécifique sur la symptomatologie psychotraumatique. Mais là, on ne parle pas de qualité de vie. En fait, ce que je pensais, je me demandais justement si les patients présentant une altération de la dimension psychosociale étaient peut-être des traumatisés, entre guillemets, et si le MDR fonctionnait sur ça et comme un facteur intermédiaire, améliorer la qualité de vie. Oui, c'était tout dans à ce fait. sens-là. C'est un petit peu c'est ce pourquoi je vous avais présenté cette diapo-là, puisque c'est effectivement, si on améliore la symptomatologie psychotraumatique, on améliore de ce fait la qualité de vie qui est une dimension beaucoup plus générale. Tout à fait. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir comment vous êtes organisé à Dijon, parce que l'HH, j'ai vu qu'il y avait une note de cadrage pour le PIX, et donc il y aura peut-être des recommandations à ce sujet. Ça y est, il y a des recommandations qui sont... J'ai un copain qui travaillait, sur les textes. lui, plutôt infectiologue, plutôt le Covid long, et il disait qu'un des débats qu'il y a eu, c'est est-ce qu'on met des objectifs très hauts, ce qui serait idéal de faire, mais qu'on ne va pas pouvoir faire, parce qu'en ce moment, il y a une crise RH, puis il y a aussi pas d'argent, ou est-ce qu'on se met des objectifs un peu plus bas, mais atteignables, mais non satisfaisants. Et donc je vois que vous, à Dijon, là, c'est déjà, vous êtes sur les hauts objectifs. Comment vous êtes organisé? Parce que là, c'est quand même sérieux. Nous, juste pour un exemple, à Rennes, on fait une consulte post-ECMO. Enfin, on a décidé de faire une consulte post-ECMO et on va péniblement le mettre en place parce que ça va nous coûter aucun argent, parce qu'on va s'intégrer déjà dans un hôpital de jour qui existe déjà, etc. Mais il n'y a rien qui est fléché, rien du tout. C'est vraiment plus notre énergie qui va être mise en avant, qui va être utilisée. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt au stade professionnel, quoi.
Oui, on l'a systématisé au sein des trois unités de réanimation chirurgicale, au niveau dans une organisation d'hôpital de jour. Et l'ensemble des équipes médicales, paramédicales est extrêmement motivé aussi à participer. On a également un psychologue qui est en quelque sorte, qui ne travaille que dans le cadre des consultations post-réanimation, mais qui est aussi impliqué dans le cadre de la recherche. Recherche et clinique ici viennent s'articuler. Juste, je réponds pas tout à fait à votre question, mais je vais quand même également vous donner cet élément parce que ça vient aussi montrer la dynamique à laquelle les soignants aussi s'engagent dans ces consultations post-réa. L'avantage, c'est que lorsque le patient revient, on lui propose également une visite au sein du service, s'il le souhaite, bien entendu. Et c'est un moment assez apprécié par les équipes parce qu'ils peuvent revoir le patient et avoir des nouvelles. Et il y a vraiment une reconnaissance et une valorisation directe du travail des équipes. Et ça, c'est quelque chose de précieux qui entretient cette dynamique et cet investissement dans les consultations post-réanimation. Je vais juste faire un commentaire parce que je l'ai vécu. Je suis arrivé d'ailleurs dans un service où j'avais pas la même approche de la réanimation et du comportement. Et je trouvais les équipes, j'avais un regard qui n'était pas le même sur le patient, puisque j'étais d'une culture plutôt méditerranéenne et sans limite. Et en fait, tout le travail qui a été fait là, la mise en place de ces consultations, le travail d'Alexandra, l'équipe a changé dans la façon de considérer le patient, dans le soin, dans l'aigu, et ça a été c'est positif, quoi. C'est incroyable. Est-ce que peut-être on t'en passe, mais quel est ton statut? On peut se tutoyer peut-être, Alexandra? C'est quoi ton statut exactement? Tu es chercheuse Moi, je suis professeure immergée dans la réanimation, ou tu es professionnelle en fait qui fait de la recherche? Comme toi? Moi, je suis professeure de psychologie clinique et psychopatho à l'université de Bourgogne, et j'ai un temps clinique, et c'est ce qui est relativement rare, et c'est dommage, parce que nous, en tant qu'universitaires, en tant que psychologues, on n'est pas dans le même cadrage que vous, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un temps clinique associé à notre poste universitaire. C'est ridicule, mais à Dijon, c'est des choses qui ont pu être faites, et donc j'ai un temps clinique au sein de la réanimation. Ça tombe bien parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille au sein des services de réanimation sur les questions du traumatisme psychique, du stress, de la qualité de vie des professionnels et également des patients et des proches. Donc les choses se sont bien articulées, mais il faut vraiment venir les pousser et les travailler parce que effectivement c'est pas simple. Mais c'est une vraie richesse, et pour les équipes et pour les services, et puis pour nous en tant que chercheurs aussi, puisque vous le savez bien, d'allier clinique et recherche, c'est ça qui a du sens, c'est là où il y a du sens. Bon, merci beaucoup. Dernière question, Sama. Par rapport à des problématiques après, par exemple, de retour au travail, est-ce que sur un plan purement, je sais pas forcément juridique, est-ce qu'il y a des aides ou est-ce que c'est reconnu un peu au niveau de la sécurité sociale, par exemple, pour que ces personnes, par exemple, puissent avoir un arrêt prolongé avant de retourner au travail, ou est-ce qu'ils se heurtent, par exemple, à la médecine du travail Je me demandais un peu comment c'était perçu, un peu sur la même... je fais le parallèle, enfin, c'est pas aussi grave, mais avec la cancérologie, par exemple, où il y a quand même... Je pense qu'il y a un gros problème actuellement en France, c'est qu'il y a un trou noir sur ce post-réa, et nous on le voit, alors on est dans une région un peu étendue, mais les médecins traitants ne sont même pas informés, ne savent pas, et les patients sont abandonnés à leur propre sort. Quoi, moi c'est ce que j'ai cru, c'est ce qu'on voit, et on s'est rendu compte que autant sur la pathologie sous-jacente médicale, alors nous c'est de la cardiovasculaire, là, ils sont abandonnés. Parce qu'en fait, le médecin traitant, il n'a pas le temps, il ne sait pas, il ne connaît pas. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Nous, en fait, on les réadresse. Quoi, de ce qui se passe, c'est quand ils sont identifiés, et machin, ils les revoient ou ils les réadressent sur des spécialistes pour les faire suivre et les faire rentrer dans des filières. Mais le médecin traitant qui les a souvent revus, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il valide l'ordonnance de sortie de l'hôpital. Quoi, c'est l'expérience, hein, après, je ne sais pas... Hein. Pour d'autres, il y en a d'autres qui font peut-être de la consultation post-réa.
Pose ta question, puis après tu vas enchaîner. Ouais. Non, mais c'est pas une question, c'est une remarque. Je trouve effectivement, ce syndrome post-réanimation, c'est un trou noir, personne ne sait s'en occuper. Parce que les seuls qui connaissent ces patients de réanimation, c'est les réanimateurs, qui font pas du soin chronique. Et les gens qui nous ont adressé les patients, que ce soit dans le cadre d'une pathologie médicale ou chirurgicale, ne connaissent pas le cardiologue qui va reprendre en charge le patient qui a fait l'infarctus après. Le syndrome post-réa, c'est pas trop son truc, quoi. Le chirurgien, encore pire, et les généralistes, voilà, les rééducateurs, les médecins de SSR, ils sont déjà sous l'eau, ils peuvent pas prendre en charge nos patients de réanimation, donc personne ne sait s'en occuper. Nous, à un moment, il y a quelques années, on avait mis en place une consulte post-réa un peu rudimentaire, et on avait arrêté, d'une part parce que il n'y avait pas de temps médical dédié ou paramédical dédié, donc il fallait, comme tout le monde, je pense, ça ne marchait pas. Et puis surtout, toutes ces consultes post-réa, si c'est juste revoir les patients et dire « Ah, bah bon, il va bien, il va pas bien », ça n'a pas beaucoup de sens. Je trouve que c'est satisfaisant, c'est marrant, mais il y a peu d'impact. Et je trouve que la démarche de votre étude, où il y a une prise en charge multidisciplinaire pour pouvoir ensuite remettre les patients dans des filières de soins, soit de soins psychologiques, pardon pour cette approximation, mais soit somatiques si ils ont une insuffisance rénale, des douleurs résiduelles, là ça a du sens. Revoir les gens pour les revoir, pour les évaluer, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable. En revanche, revoir les patients dans une approche multidisciplinaire, médicale, paramédicale, psychologique, et ensuite orienter, au moins organiser le suivi de ces patients sur long terme, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais ça nécessite pas mal de moyens. Et en tout cas, bravo pour ce que vous avez fait. Ça a été très compliqué, parce que je peux répondre, parce que je me suis battu pour avoir, en fait, l'idée c'est que je voulais envoyer un flyer à tous les médecins traitants du territoire. Je ne suis pas arrivé à le faire. Je suis allé voir l'ARS. L'ARS nous a quand même un peu aidé sur certains points. Je suis allé voir le Conseil de l'Ordre. Alors on a le local, le régional. Voilà. Et je suis allé à l'université. Il y a des professeurs de médecine générale. Je me suis présenté gentiment, j'ai envoyé plein de mails, j'ai proposé rien du tout. Et ça ne les intéresse pas. Peut-être les recos de la chaise vont aider là, sur le PIX. Bon, comme les recos sur l'implantation de LVAD chez l'insuffisance cardiaque. Donc on va enchaîner. Merci Alexandra.